Je reprends pour cette présentation qui a pour but de présenter en fait la scolarisation des enfants qui ont un comportement tyrannique, mais pas que. C'est aussi pour trouver des solutions pour les enfants qui justement sont concernés par plusieurs troubles, plusieurs difficultés dans leur scolarité et dans leur vécu en général. Donc, je suis présidente de l'association est tellement plus grand sur Dijon, particulier au sein de leur scolarité, quelle que soit la scolarité qu'ils aient choisie, c'est-à-dire que ce soit une scolarité adaptée ou une scolarité lambda dans un établissement classique, public, privé, hors contrat, sous contrat, peu importe. Et puis, par ailleurs, je suis aussi directrice d'un établissement alternatif sur Dijon qui accueille de la maternelle jusqu'au collège, d'où en fait la problématique qui se présente à nous de familles qui demandent d'avoir des solutions concrètes à apporter à leurs enfants pour leur scolarité. Je le passe où, du coup, ici, excusez-moi, oui, c'est bon. Du coup, on va adapter la scolarité en fonction des difficultés de l'enfant. On va avoir plusieurs choses déjà à prendre en compte pour pouvoir adapter cette scolarité. La première, ça va être de regarder en fait quelle va être la vision globale que l'on va pouvoir avoir sur l'enfant. Donc, les familles qui ont des enfants à comportement tyrannique, il faut bien qu'on ait tous en tête que les professionnels qui accueillent vos enfants au sein des établissements, comme les professionnels de santé, en fait, se retrouvent dans les mêmes difficultés parfois par méconnaissance ou au contraire par manque de moyens. Donc, effectivement, l'essentiel, c'est de rester dans un dialogue ouvert et dans une communication qui permet d'aider l'enfant au plus possible. Parce que voilà, l'émotion dans laquelle on peut être parfois en tant que parent ou au contraire en tant que professionnel peut nous empêcher en fait de trouver des solutions qui sont parfois toutes simples et à portée de main ou au contraire parfois nous mettre dans certaines impasses et en grande difficulté pour maintenir un lien social finalement avec le reste de leurs camarades en classe ou dans l'établissement dans lequel ils sont accueillis ou un lien social tout court. Puisque en fait, ce qui va être déterminant, ça va être voilà, de regarder quelles sont les problématiques que l'enfant va rencontrer. Alors, nos missions au sein de l'association vont être voilà, de répondre en fait à une loi qui est censée être appliquée dans tous les établissements, hein, qui est celle qui est relative en fait à la refondation de l'école, qui accueille tous les enfants qui ont un profil particulier, que ce soit un handicap reconnu ou que ce soit des difficultés plus structurelles cognitives. Donc, on va appeler ça des difficultés scolaires ce soir pour être plus au clair. Donc, cette loi est effectivement celle qui va guider toutes les équipes qui vont suivre les enfants. Pour autant, dans la pratique, et je pense que beaucoup d'entre vous l'ont remarqué, ce n'est pas si simple en fait à appliquer. Il ne suffit pas de dire que nous ouvrons nos portes à tous les élèves qui ont des besoins particuliers pour que leur scolarité soit adaptée. Malheureusement, ça demande aussi beaucoup d'investissements inégaux en fonction de la région, en fonction des établissements, en fonction des équipes et aussi des formations des professionnels qui œuvrent au quotidien auprès de vos enfants. Donc, les premières difficultés que l'on peut rencontrer, elles viennent finalement de la structure même des établissements avec les moyens qui peuvent avoir donné finalement la preuve qu'en adaptant la scolarité, ces enfants ont une place dans un système scolaire qui est vraiment classique et possible, mais elle ne peut se faire que s'il y a cumul en fait d'implication, autant pour les professionnels que pour les familles, que pour les équipes médicales. On peut passer
La prochaine. Donc, les premières pistes qui vont être les vôtres pour pouvoir en fait répondre à la problématique de comment adapter la scolarité de mon enfant au comportement tyrannique, c'est de vous assurer déjà qu'un professionnel puisse avoir une mission complète. Quand on entend professionnel, on entend vraiment tous les professionnels qui gravitent autour de l'enfant. Il y a les professionnels médicaux, les professionnels scolaires, donc l'établissement, mais aussi tous les professionnels qui vont être sur finalement la scolarité de vos enfants. Donc, il faut, dans le meilleur des cas, bien sûr, avoir la possibilité de se rapprocher d'un service hospitalier ou d'un professionnel de santé dans le privé qui permettra de poser en fait un diagnostic sur l'état de votre enfant, que l'on sache de quoi on parle et qu'est-ce qui est à adapter. On va le voir ensuite. Ça sera très important en fait d'avoir finalement une visibilité très claire. Soit nous allons parler effectivement d'un profil, donc c'est ce qu'on va appeler ici les HPI, HPS, donc haut potentiel intellectuel, haut potentiel sensoriel, hypersensibilité. Là, vous avez des profils d'enfants qui peuvent être évalués par des psychologues, neuropsychologues, neuropraticiens qui vont pouvoir poser finalement des mots sur les difficultés relationnelles ou sociales que peuvent rencontrer vos enfants. Et ensuite, on va parler de troubles. Et dans ces cas-là, il va falloir faire appel plutôt à une équipe médicale, puisqu'on parlera de dysrégulation émotionnelle, de troubles des apprentissages. Donc, ça va être tout ce qui est dyslexie, dysorthographie, dyspraxie, dyscalculie, dysphasie, ou alors d'un trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité, peu importe. Mais on sait maintenant depuis longtemps que les enfants qui ont un comportement tyrannique, pour la plupart, ont un TDAH qui est sous-jacent et qu'il faut absolument évaluer. La difficulté que vous avez peut-être et que ont beaucoup des familles qui viennent nous voir, c'est celle-ci, c'est celle que justement ce diagnostic n'est pas encore posé ou est difficile à poser parce qu'on a du mal à trouver des professionnels en fait informés, formés tout court, et qui peuvent poser un diagnostic concret pour aider l'élève. Vous avez aussi bien sûr tous les enfants qui sont concernés par des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles de la séparation et qui sont aussi touchés par ce comportement tyrannique, même si encore une fois tous ne sont pas forcément, mais ce qui nous réunit ce soir, c'est quand même ce profil-là. Donc, les facteurs, pour la plupart d'entre vous, vous les connaissez, ils sont biologiques et génétiques, environnementaux aussi, parce que, voilà, on le sait, l'environnement et l'adaptation de l'environnement est aussi la clé pour pouvoir accompagner ces élèves-là. Évidemment, il y a des facteurs psychiatriques et des événements de vie qui sont aussi parfois ce qui va finalement accentuer le comportement tyrannique de l'enfant. Oui, je ne sais pas pourquoi il y a des traits qui se... On va passer la diapo pour voir un petit peu en fait quelles sont les pistes qu'ont les professionnels. Donc pour que vous puissiez aussi être dans un dialogue transparent auprès des professeurs, des directeurs d'établissements qui accompagnent vos enfants et aussi des professionnels de santé qui accompagnent vos enfants, il faut que vous ayez en tête que vos enfants sont observés au minimum 6 heures par jour dans leur quotidien, dans leur relation sociale avec leurs camarades, dans leur relation sociale avec leurs professeurs, avec leurs directeurs parfois, quand il y a des équipes qui sont plutôt proches. Vous avez aussi un contact direct qui est possible avec les familles. Ce n'est pas toujours le cas, on le sait, il y a des établissements qui n'ouvrent pas forcément facilement leurs portes aux parents, qui font l'appel général des élèves et qui n'ont pas forcément un contact avec les parents au moment de l'arrivée ou de la sortie. Puis, suivant l'âge de l'enfant, c'est plus ou moins évident. Hein, si on se retrouve dans un collège ou dans un lycée, on n'a pas forcément les mêmes contacts que quand on est en maternelle ou en élémentaire. Néanmoins, ce contact-là, c'est un contact que vous pouvez en fait exiger auprès de l'établissement. Il peut se faire évidemment en physique, hein, voilà, quand vous déposez vos enfants ou quand vous les récupérez, mais au-delà de ça, vous avez largement le droit et la légitimité, c'est un devoir du professionnel que de vous donner du temps, d'avoir un rendez-vous physique avec l'équipe ou ne serait-ce qu'avec un de ses représentants, par téléphone aussi,
ou alors par le biais voilà, d'un outil un peu plus indirect, mais qui reste un outil de communication, qui est le cahier de correspondance, le mail, ou simplement voilà, des rendez-vous lors des bilans. Ces rendez-vous, il faut les exiger, même si dans la communication, parfois, ce n'est pas forcément évident de se faire entendre et d'être compris et d'être respecté dans ce qu'on est en train de traverser en tant que parent avec son enfant à comportement tyrannique, parce que c'est le seul lien de communication. Mieux vaut une communication imparfaite qu'une non-communication. Donc, il faut continuer voilà, à piocher dans vos réserves et à continuer à avoir des contacts avec l'établissement pour qu'à un moment donné, les choses se mettent en place. Il faut donc exiger des traces écrites, des observations et des faits. Lorsque vous avez des équipes qui vont vous dire, on aura les deux cas de figure, soit l'enfant ne correspond pas du tout à la description que vous en faites à la maison, c'est-à-dire qu'il est limite parfait à l'école, il n'y a aucun débordement, aucun signe qui pourrait faire penser que cet enfant peut avoir un comportement tyrannique. Les résultats scolaires suivent, les relations avec les camarades sont correctes, les relations et le respect des règles communes et de groupe sont là, sont présentes. Vous avez besoin d'avoir des éléments concrets. Donc, vous demandez que ces écrits, ces dires soient mis à l'écrit, en fait, par l'école. Alors, dans un premier temps, ça peut paraître un petit peu surprenant parce qu'on se dit justement en quoi ça va nous aider d'avoir des écrits qui disent que justement ailleurs ça ne se passe pas comme à la maison, comment ça pourrait nous soutenir. On va le voir après, au contraire ça va vraiment vous aider pour pouvoir étayer en fait vos arguments et pour pouvoir avoir un poids dans les décisions et dans les adaptations qui vont être faites ensuite au sein de l'école et du coup dans votre demande de soutien aussi et de relais par le biais de la structure scolaire. Donc, vraiment, il faut avoir des écrits sur un regard objectif et quantitatif de ce qui est vu au sein de l'école. Tout va bien, ça se passe très bien et non, on n'a pas du tout ce genre de problème au sein de l'école, ne suffisent pas. C'est quelque chose qui est trop abstrait en fait et sur lequel vous ne pouvez pas vous accrocher. Donc, il vous faut des écrits, il faut les exiger soit sur un bulletin scolaire, soit sur un bilan parce que vous demandez une réunion et que vous voulez faire le point avec les professeurs ou la direction de l'établissement. On va voir les pistes qu'il peut y avoir ensuite. Ça va être une fois que vous avez un diagnostic qui est posé, c'est pour ça que tout à l'heure j'insistais sur le fait que il est très important de savoir à quel profil d'enfant nous avons affaire. Qu'il y ait un comportement tyrannique ne suffit pas malheureusement à ce que on puisse mettre en place des choses en tant qu'établissement scolaire. Donc, il faut absolument qu'on sache si on a en face de nous un enfant qui va avoir un handicap, un enfant qui va avoir un trouble ou un enfant qui va avoir un profil particulier. Ce sont vraiment trois directions différentes et donc trois prises en charge différentes d'un point de vue scolaire. Et c'est vraiment ça qui va vous permettre d'avoir encore plus de légitimité. Encore une fois, on sait pertinemment qu'il est encore très difficile aujourd'hui d'avoir des diagnostics posés et d'avoir des professionnels qui soutiennent et qui savent de quoi on est en train de parler. Alors, les premières possibilités, donc, ça va être de poser un PAI, donc un projet d'accueil individualisé pour l'enfant. Donc là, il va s'agir vraiment d'une difficulté qui va être structurelle pour l'enfant. On va parler de troubles, bien sûr. On va parler aussi de difficultés peut-être au niveau de son alimentation, au niveau d'allergies, voilà, des choses qui sont plus liées à sa santé structurelle. On va avoir aussi le PPRE, excusez-moi pour tous ces termes, mais peut-être que de près ou de loin, vous les avez déjà entendus malgré tout dans la scolarité de vos enfants. Ce sont donc des programmes personnalités de réussite éducative. Là, ça va plutôt concerner les enfants qui ont des difficultés scolaires, mais qui ne sont pas structurelles. Donc, on ne parle pas de difficultés cognitives, on va vraiment parler de difficultés scolaires plus ou moins passagères, mais qui entravent simplement l'apprentissage, pas forcément la relation et encore moins la structure même en fait de son évolution. Ensuite, vous avez le plan d'accompagnement personnalisé, donc le PAP, qui lui va être vraiment destiné aux enfants qui justement seront concernés par des troubles
par un handicap, à condition qu'il ne soit pas trop lourd, et le projet personnalisé de scolarisation, qui là aussi va être une adaptation. On va tous les détailler de toute façon, mais c'était pour vous donner en fait les quatre, on va dire les quatre chemins vers lesquels les équipes peuvent se diriger, à condition qu'il y ait un professionnel avec un médecin, c'est pour ça que c'est bien précisé, et que vous ayez un diagnostic qui soit posé. Voilà. On ne parle pas de la même chose si on accompagne un enfant qui est à profil au potentiel ou hypersensible qu'un enfant qui a un TDAH. On n'est pas du tout sur la même dynamique. Pour le PAI, donc, on va pouvoir proposer des choses très concrètes. L'aménagement d'horaire. Vous avez le droit, en tant que parent, de demander à ce que le programme scolaire de votre enfant soit allégé pour qu'il puisse, en fait, suivre une scolarité qui soit adaptée. Donc, vous avez le droit de demander que votre enfant participe à certains cours plutôt qu'à d'autres. Alors, il est vrai qu'en maternelle et élémentaire, comme les emplois du temps sont quand même assez flexibles, il y a une possibilité de choisir une demi-journée ou même une journée dans laquelle l'enfant ne sera pas forcément présent parce que voilà, il va pouvoir vraiment avoir besoin de ce temps-là pour construire d'autres choses, être pris en charge soit par une autre équipe médicale ou sociale ou éducative, ou être à la maison tout simplement. Mais il peut y avoir ces aménagements d'horaires-là qui sont faits et qui peuvent aussi être des aménagements qui servent à être pris en charge par un professeur, par exemple, spécialisé, ou par une équipe qui fasse le relais, ou être pris en charge dans une autre classe. Ça, vous avez le droit de demander que votre enfant soit décroché de sa classe d'origine, on va dire, pour être dans une autre classe et soulager finalement, et d'un, le groupe, et d'un, le professeur, même si ce n'est pas vraiment l'objectif. Hein. L'objectif, c'est quand même que votre enfant soit, lui, dans de meilleures dispositions. Ensuite, vous pouvez aussi demander à ce qu'il ait des activités qui soient dispensées. Là, on parle aussi peut-être des enfants qui ont des troubles anxieux, qui ont du coup une difficulté dans le regard de l'autre, dans leur positionnement dans le groupe social. On sait que ces enfants-là vont en fait développer beaucoup de peur et vont prendre sur eux pour faire face au regard social, hein, voilà. Mais quand vous allez les recevoir à la maison, c'est vous qui allez reprendre en fait la vague qui a été la leur intérieure tout au long de la journée. Donc, il n'est pas incohérent de demander à ce qu'il y ait certaines activités anxiogènes qui soient dans un premier temps retirées. L'idée, c'est pas de les retirer tout le temps, tout le long de leur scolarité, mais dans un premier temps que ça soulage quand même l'enfant pour qu'on puisse mettre en place des choses aussi à la maison de façon plus, voilà, plus calme et plus objective. Ensuite, il va y avoir tout ce qui va être les activités de substitution. C'est ce que je disais tout à l'heure, quand vous décrochez votre enfant d'une classe, finalement, il faut lui proposer quelque chose. L'idée, ce n'est pas de lui faire sentir qu'il est décroché et du coup, qu'il n'appartient plus à son groupe. C'est plutôt de lui dire, tu vas sortir du groupe parce qu'il va y avoir une proposition pour toi qui va te permettre d'être plus fort et de revenir dans ce groupe avec beaucoup plus d'outils et donc d'être beaucoup plus armé pour pouvoir affronter aussi les peurs qui sont les tiennes. Il va y avoir aussi une autorisation de prise éventuelle des traitements, puisque pour les enfants qui seront diagnostiqués avec un TDAH, avec un trouble de l'opposition, par exemple, alors, quelle que soit la molécule qui est administrée, peu importe, hein, mais les équipes professionnelles, donc éducatives, n'ont pas l'autorisation d'administrer des médicaments, sauf si elles ont l'ordonnance en leur possession, et elles ont sur le PAI l'autorisation avec les modalités. Évidemment, le nombre de prises dans la journée, enfin toute la posologie qui correspondra au traitement qui est à donner. Donc ça peut être géré par l'équipe si l'enfant est trop jeune, par exemple, et qu'il n'est pas du tout autonome dans la prise de ces traitements. Ça peut être aussi géré par l'enfant et l'équipe, voilà, en fonction de l'âge de l'enfant. Ça peut être aussi un chemin vers l'autonomie et une responsabilisation qui est importante dans l'estime de soi et voilà, dans l'estime du quotidien de l'enfant. Donc, il faudra aussi préciser s'il y a prise d'un traitement, le préciser à l'équipe éducative et à l'équipe voilà, qui le suit en dehors, donc les équipes médicales, pour qu'il y ait du lien vraiment entre ces deux chemins-là.
Voilà, on parle aussi d'application de régime alimentaire, bien sûr, puisqu'on sait aussi que, même si on a encore trop peu d'écrits sur ça, que les apports de certaines substances, alors ça va être le sucre en premier lieu, on le voit pour les enfants à TDAH, c'est quand même on-off dans les réactions. On a aussi tout ce qui va être boissons énergisantes, par exemple au collège et au lycée, c'est quand même quelque chose qui compose énormément le régime alimentaire des adolescents. Ça n'aide pas à gérer ni les traitements, ni les comportements. Encore une fois, même s'ils s'adaptent au sein de l'école, voilà, il y a quand même des difficultés derrière qui sont sous-jacentes et qui sont exacerbées par ce genre de prise. Et bien évidemment, là, on n'en parle pas, mais ça concerne énormément de nos enfants. Il y a aussi les prises de substances, voilà, de drogue qui exacerbent et qui éliminent finalement les effets des traitements. Donc, on a ce profil d'enfants qui vont arriver au sein de l'établissement pour qui tout va bien et pour qui l'équipe aura du mal à percevoir ce comportement tyrannique à la maison. Et puis, on a les enfants qui débordent partout, parce que pour eux, c'est trop dur partout, et qui vont quand même exploser au sein de l'établissement et qui auront petit à petit aussi un schéma avec de la tyrannie qui se mettra en place et une demande constante, en fait, d'adaptation du comportement, d'adaptation de l'équipe, d'adaptation des camarades, d'adaptation des équipes annexes, et qui vont sans cesse demander à ce que tout le monde plie aux peurs, aux exigences. Voilà. Donc, on a ce comportement-là aussi au sein des établissements et ça finit par se traduire par des troubles des conduites et on en parlera voilà, en dernier lieu, mais c'est aussi ça qui va un petit peu nous guider dans l'accompagnement de l'enfant, d'où l'importance, encore une fois, d'avoir un diagnostic pour pouvoir au mieux accompagner les élèves. Voilà, pour ce qui concerne le PAI, le PAP, lui, va être vraiment centré sur l'allègement des temps scolaires, du travail scolaire, d'un temps supplémentaire. Il ne s'agit pas de dire on va donner moins de travail pour que votre enfant ait moins de substance, voilà, en termes de théorie, en termes de capacité à développer. C'est plutôt, encore une fois, de dire on va adapter les cours pour que la charge mentale qui est concernée ne soit pas trop importante à gérer au quotidien pour l'enfant et qu'il puisse passer les étapes petit à petit. Encore une fois, tout comme le programme REACT que vous avez suivi, nous ne sommes pas là pour dévier du problème voilà, au quotidien. Nous sommes là pour affronter le problème, mais on ne peut pas l'affronter en bloc. Si on veut être un soutien de la famille qui est en train d'œuvrer pour pouvoir mettre en place des choses à la maison dans justement une communication non violente, il faut aussi que l'équipe qui reçoit en fait l'élève au sein de l'établissement puisse être dans des dispositifs de pédagogie positive et soutenante. Donc, il faut bien sûr rappeler l'importance et rappeler la responsabilité de l'élève dans son rôle d'élève, dans son métier d'élève, mais il faut aussi l'aider à pouvoir passer le cap petit à petit sur ses difficultés, parce que ce que vous avez à la maison est souvent le résultat de ce qu'ils ont contenu toute la journée aussi. Donc, on va avoir l'adaptation des cours avec des textes aérés, agrandis, des repères visuels, des moyens mnémotechniques, etc. Toutes ces adaptations pédagogiques, didactiques pour les enfants qui ont des troubles 10, donc des troubles de l'apprentissage, des troubles cognitifs, qui génèrent chez les enfants énormément d'angoisse parce que différence, voilà, simplement, ils se rendent bien compte qu'ils ne vont pas aussi vite que leurs camarades, qu'ils ne sont pas autant dans la réussite, qu'il faut fournir encore plus d'efforts. Et ça peut être aussi voilà, des profils qui, du coup, sont vraiment dans la mésestime d'eux-mêmes et qui vont aussi essayer de réfuter leurs difficultés scolaires par un comportement voilà, inadapté, que ce soit à la maison ou que ce soit dans l'établissement. Donc, ces adaptations-là, elles sont nécessaires. Elles ne sont pas là que pour l'apprentissage, les notes et la réussite scolaire. Elles sont là avant tout pour permettre à l'enfant d'affronter sa différence avec sérénité. Donc, c'est vraiment important en fait, de faire entendre aux équipes éducatives et pédagogiques que ce que vous recherchez en premier lieu, c'est de faire en sorte que votre enfant soit assez serein
pour accepter en fait son profil. L'idée, c'est pas de lui dire bon ben vous allez faire une feuille A3 parce que mon enfant est dyslexique et que il a besoin d'avoir un texte clair, aéré et puis en couleur. En soi, ça va pas changer la vie de votre enfant. Ce que ça va changer, c'est plutôt le regard qu'il aura sur lui-même et ses capacités, parce que ça va lui permettre d'être plus en réussite et donc ça va lui permettre d'avoir confiance en lui. Ça va donc diminuer ses peurs et ça va donc lui permettre d'affronter sa difficulté avec sérénité. Donc, il faut vraiment essayer d'insister sur l'impact émotionnel et sur l'impact de l'estime de soi pour l'enfant, plus que sur l'impact scolaire. Non pas qu'il ne soit pas important, mais encore une fois, en tant que professionnel éducatif, la réussite scolaire, elle ne peut pas avoir lieu si l'enfant n'est pas serein. Voilà. Donc, si on vise finalement une scolarité continue et pas trop en pointillé, si on veut éviter le zapping scolaire, c'est-à-dire le changement d'établissement à chaque difficulté, il faut s'assurer que ce que l'on recherche en premier lieu, c'est quand même la sérénité de l'enfant dans sa difficulté et ensuite sa réussite scolaire. Voilà, faut scinder en fait les deux objectifs. Donc, vous avez aussi la possibilité en tant que parent, en tant que professionnel, de demander à ce qu'il y ait des adaptations par rapport aux prises en charge extérieures, qu'elles soient pour un suivi psychologique ou que ce soit pour des suivis plus spécialisés dans l'apprentissage ou dans les troubles cognitifs de l'enfant, du type orthophonie, ergothérapie, kiné, enfin voilà, tout ce que ça peut être autour de l'enfant. Vous avez le choix, et encore une fois, le droit d'imposer à l'équipe que ces séances se fassent sur les temps scolaires. Il y a certains professionnels qui peuvent effectivement le faire directement sur l'établissement scolaire, ça se fait. C'est un peu plus compliqué quand il s'agit d'une équipe en libéral parce que voilà, elles ont souvent différents rendez-vous avec un public assez large. Il n'y a pas forcément que des enfants, il n'y a pas forcément que de l'école non plus, il y a parfois aussi des structures. Donc, on ne peut pas toujours voilà, mener les emplois du temps comme on le voudrait, mais c'est possible. C'est possible et au contraire, il y a énormément de professionnels qui ont envie d'avoir ce contact avec l'école et qui ont envie en fait de faire du lien parce que c'est beaucoup plus concret de prendre en compte un enfant au sein du lieu où il a ses difficultés que finalement dans une séance décrochée d'une demi-heure une fois par semaine et qui n'a pas vraiment voilà, de sens en tout cas pour sa prise en charge globale. Donc, vous pouvez imposer que ces heures soient faites voilà, sur le temps scolaire. Alors, bien évidemment, j'entends aussi que la première difficulté et peut-être la première remarque que vous faites quand je dis ça, c'est oui, enfin bon, à côté de ça, on a quand même un métier, on travaille, on ne peut pas forcément adapter son temps professionnel aux prises en charge de nos enfants. C'est vrai, évidemment que ce n'est pas si simple. Voilà, il ne suffit pas de le dire encore une fois pour que ça soit mis en place, mais le fait de savoir que c'est possible quand vous avez la possibilité d'être relayé ou de pouvoir voilà, proposer ça, c'est aussi important de se dire que pour faciliter les prises en charge de l'enfant, elles peuvent se faire à l'école. L'école n'a pas le droit de vous le refuser, elle n'a pas le droit de refuser que ça se passe dans les locaux non plus, donc vous pouvez l'imposer et ça peut se faire pendant les temps scolaires. Voilà pour le PAP. Pour le PPRE, donc là, on va parler vraiment d'un aménagement spécifique, mais qui aura été demandé parce qu'il y aura eu une demande auprès de la MDPH. Donc, encore une fois, il est plus que nécessaire d'avoir un diagnostic pour comprendre en fait le niveau de difficulté ou le niveau d'handicap de votre enfant. S'il y a handicap reconnu, alors on mettra en place un PPRE. Si le handicap n'est pas reconnu, s'il n'y a pas de diagnostic, et que pourtant votre enfant présente les mêmes besoins, on ne pourra pas le mettre en place. Donc, c'est aussi simple et aussi bête que ça paraît. Voilà, malheureusement, on est sur une difficulté, hein, elle est institutionnelle, c'est-à-dire que pour vous, il est difficile parfois d'obtenir un bilan, d'obtenir un diagnostic. Et pour l'école, ben, elle ne peut pas mettre en place quelque chose si ça n'est pas avéré, alors que les deux parties seront tout à fait d'accord pour dire que les difficultés sont bien réelles et qu'elles sont là. Voilà, donc on se cache derrière un texte, mais un texte qui est quand même important pour suivre l'enfant. Donc, ce PPRE va pouvoir en fait débloquer plusieurs choses. Il va pouvoir débloquer bien sûr des aménagements scolaires, mais pas que, des prises en charge aussi à l'extérieur et d'un point de vue plus général, une prise en charge aussi de l'investissement des familles. C'est-à-dire que
même si les allocations pour, pour enfants handicapés sont quand même voilà, minimes. On est bien d'accord que ça ne prend pas en charge toutes les difficultés. Néanmoins, elles existent, elles sont là et elles peuvent être aussi un soutien et elles peuvent aussi faire l'objet de demandes de financement exceptionnel pour des outils particuliers. Des enfants qui auraient un trouble de l'attention, une dys, quelle qu'elle soit, dyslexie, dyscalculie, dyspraxie, dysorthographie, dysphasie, encore une fois, peu importe celle qu'on vise, des enfants qui auraient une trisomie, des enfants qui auraient un trouble autistique, des enfants qui présenteraient des troubles anxieux, des enfants qui seraient vraiment impactés et reconnus à plus donc de 50%. Hein, pour avoir un handicap en France, c'est quand même ça. Hein, il faut être reconnu à 50% de diminuer de ses capacités pour son âge. Voilà, pour son âge. Et ben, en fait, il faut absolument qu'on ait ce dossier MDPH qui soit demandé, mais on peut, grâce à ça, demander des aménagements du type avoir un ordinateur portable avec des logiciels adaptés pour soulager l'apprentissage, avoir des prises en charge chez un ergothérapeute, un psychomotricien, un psychologue qui soit du coup pris en charge à partir, ce sont des financements exceptionnels qu'il faut demander auprès de la MDPH via votre médecin traitant, mais qui sont tout à fait possibles et que l'équipe éducative peut soutenir par le biais d'un écrit. C'est pour ça que tout à l'heure, quand je vous disais il faut absolument que vous ayez des écrits, même si l'équipe dit que tout va bien dans le comportement au niveau de l'école, il y a un regard qu'elle peut avoir sur les difficultés de vos enfants qui est de toute façon à prendre en compte et qui va pouvoir permettre justement quand il y aura le montage d'un dossier auprès de la MDPH à faire, qui sera essentiel. Donc, il faut absolument avoir ces écrits en disant voilà ce qu'on vit à la maison, certes, voilà ce qu'il y a à l'école et voilà ce dont on a besoin. Donc, même si l'écrit au premier regard ne va pas forcément à votre faveur, il servira peut-être à un moment donné quand on fera ce genre de demande. Donc là encore, on parle d'enfants qui ont un handicap avéré. Sinon, il n'y a pas de PPRE. Il peut être mis en place n'importe quand. Il doit être obligatoire. Une équipe éducative qui vous dit votre enfant a des difficultés, ne peut pas passer dans la classe d'après parce que les difficultés sont trop envahissantes et il n'arrive pas à passer le cap, il faut absolument retravailler. Tout en espérant que ça reste dans ce discours positif et que vous n'ayez pas en plus à charge il n'a pas envie de s'y mettre, il n'a aucune motivation, aucune ambition, il ne travaille pas assez, il devrait en faire un peu plus, se sentir un peu plus mobilisé. On essaye de faire fi de tout ce discours qui n'est pas forcément positif et aidant, mais n'empêche que vous ne pouvez pas avoir une proposition où on ne peut pas vous imposer un redoublement s'il n'y a pas eu une mise en place de PPRE avant. Donc, s'il y a un PPRE, s'il y a une reconnaissance de handicap et que vous avez un diagnostic posé, OK, ça peut être rediscuté en disant, puisqu'il y a une adaptation qui a été proposée, on a assez de matière et donc de faits concrets qui ont été posés et qui peuvent être des arguments tangibles pour pouvoir demander un redoublement. Auquel cas, le redoublement peut être au contraire juste le terreau aussi d'angoisse et de source d'échec et donc de mésestime encore de sa personne pour l'élève. Donc, ce n'est pas forcément quelque chose de porteur pour lui. Encore une fois, ce que l'on vise, c'est la sérénité de votre enfant face à ses difficultés, ce qui paraît complètement fou d'apposer ces deux choses ensemble. Et pourtant, c'est quand même ce qu'on va rechercher, c'est-à-dire de pouvoir à un moment donné avoir un élève qui est capable de dire oui, c'est vrai, j'ai un trouble, oui, c'est vrai, j'ai un handicap, oui, c'est difficile pour moi, je le vis mal, mais je l'ai. Voilà, je conscientise que j'ai cette particularité-là avec moi, plutôt que je n'y arrive pas à l'école, j'ai des mauvaises notes, je ne travaille pas assez, je ne sais pas comment faire, de toute façon, je suis nulle, les autres réussissent mieux que moi. Il faut juste changer sa focale. En fait, l'urgence, elle n'est pas scolaire. L'urgence, elle est vraiment émotionnelle et c'est vraiment l'estime et la confiance en soi qui est à travailler. Le reste va venir une fois que ça s'est posé. Donc, c'est bien sûr plus ou moins long chez les enfants et ça dépend des profils. Mais ce qu'on vise, c'est quand même ça.
Pour ce qui va concerner le PPS, alors là, on va plutôt se diriger vers ce qui va concerner l'orientation scolaire avec une adaptation scolaire qui va se faire dans un milieu bien particulier. Donc, on a affaire à des enfants qui ont un handicap qui est envahissant et qui ne permet pas une scolarisation classique, c'est-à-dire dans un groupe voilà, qui soit hétérogène dans les profils et dans une prise en charge finalement voilà, qui soit collective dans des classes à 30 à 35 voilà, comme on connaît plus ou moins tous, avec un professeur devant sa classe. Dès lors qu'un enfant est en grande difficulté, autant sur le plan cognitif que sur le plan relationnel, dans une classe, dans un système lambda, il faut quand même aller regarder au niveau de son handicap, ce qui va être possible d'aménager dans l'établissement, parce que tout ne peut pas être exigé en fait, pour un établissement. On ne peut pas exiger pour un enfant qui présenterait un autisme ou qui présenterait des troubles des conduites, on ne peut pas exiger que l'équipe se plie en quatre en fait, pour accueillir cet enfant. Pourquoi? Non pas qu'il n'y ait pas assez de volonté, au contraire, souvent les équipes ont envie, elles ont vraiment envie de pouvoir œuvrer pour aider ces enfants-là, mais elles manquent de moyens cruellement, et il y a quand même un facteur qu'il ne faut pas oublier, c'est que vos enfants évoluent dans un groupe social, et que ce groupe social peut être aussi détruit et s'auto-détruire parce que justement, il n'y a pas assez de moyens pour pouvoir aider l'enfant qui est impacté par ces troubles, par ces difficultés. Donc la solution, ça ne serait pas de proposer à cet enfant finalement de rester dans son environnement scolaire lambda et de dire, bon ben voilà, l'équipe a qu'à faire avec, et puis de toute façon, chacun fait comme il peut. Non, parce que, un, ça n'aide pas votre enfant, deux, ça ne vous aide pas à vous, clairement, ça n'aide pas le groupe scolaire, et encore moins le groupe classe. Donc, quand il y a une grosse difficulté, il faut aussi entendre parfois que les équipes vous dirigent vers des classes spécialisées ou vers des instituts spécialisés, parce qu'en France, on n'a pas de solution miracle et que effectivement, on manque de moyens. Bien sûr, on manque de personnel, on manque de moyens financiers et techniques, mais il y a aussi des institutions qui peuvent permettre de soutenir les plus grandes difficultés. C'est jamais parfait, on n'a pas de solution parfaite, loin de là. Bien sûr que c'est frustrant pour un parent, c'est pas forcément la destination que l'on souhaite pour son enfant. N'empêche que, en fait, en proposant soit une adaptation inexistante où tout le monde tricote et où tout le monde s'abîme, ou une adaptation imparfaite, mais quand même qui peut prendre en compte la particularité de l'enfant et adapter au maximum sa scolarité. Voilà, il y a une décision qui est dure à prendre, mais qui est quand même concrète, qui est soutenir l'enfant dans, encore une fois, sa capacité à accepter sa particularité et donc ses difficultés voilà, sur le long terme. Donc, on va plutôt diriger les enfants vers des classes Ulysse, par exemple, des classes où on va vous dire, ben voilà, moi je pense que votre enfant devrait être en IME parce que sa place n'est pas là, on peut pas le maintenir dans un système lambda. Ça peut évidemment faire hurler, et en même temps, ça peut être aussi entendable quand la solution proposée n'est pas forcément meilleure en fait. Donc, vous allez avoir aussi ce PPS qui est posé quand il y a des mesures qui sont imposées avec la prise en charge, par exemple, de votre enfant par une AVS. Donc, on appelle ça maintenant les AESH. On peut aussi avoir des prises en charge avec le CESAD, donc des services extérieurs, en fait, de l'enseignement, qui viennent proposer leurs soins. Souvent, ce sont des soins quand même éducatifs et ou des soins psychologiques qui sont proposés à domicile, mais qui interviennent aussi auprès de l'école. Donc, le CESAD, en général, le service de CESAD est très, très ouvert à travailler avec les établissements scolaires. Ils souhaitent d'ailleurs mettre en place souvent des collaborations, parce que pour eux, encore une fois, c'est beaucoup plus pertinent d'agir dans le milieu où il peut y avoir les difficultés, les peurs des enfants, que forcément de façon décrochée et sans lien avec les équipes annexes. Elles peuvent, du coup, ces équipes, être vraiment un relais pour vous aussi, en disant, voilà, à l'école, tout se passe bien, à la maison, beaucoup moins,
Mais quand nous, on travaille avec cet enfant, si on pouvait travailler dans les deux lieux, on pourrait finalement être un relais aussi pour la famille en disant, mais je vous assure, à la maison, voilà comment ça se passe et voilà pourquoi cet enfant a ces difficultés. Quand un enfant a des grandes peurs sociales, quand il a des grandes peurs au niveau de ses apprentissages, il n'y a pas de secret, à un moment donné, ça ressort. Alors malheureusement, vous savez plus que personne ce que ça peut représenter à la maison comme impact et comme réaction. Mais quand même, pour la plupart, on a quand même des difficultés structurelles qui sont liées en fait à l'école, au regard social que vous reprenez à la maison, qui sont plus ou moins visées directement contre vous, mais parce que vous êtes les personnes ressources et la figure d'attachement. Mais clairement, les causes sont souvent extérieures à la maison. Donc, c'est à l'extérieur aussi qu'il faut agir et l'école est en premier lieu l'endroit où votre enfant passe le plus de temps et où il peut être confronté à ces difficultés. Donc, il faut absolument que ces équipes aussi puissent faire du lien. Et elles sont volontaires pour ça. Bien évidemment, les orthophonistes, les ergothérapeutes, les psychologues, etc., sont aussi dans la boucle. Vous avez le droit en tant que parent d'exiger qu'il y ait des synthèses qui soient faites chaque année. Vous devez assister à ces synthèses. J'insiste vraiment sur ça. Il y a vraiment une méconnaissance en fait pas du système, mais des possibilités qui sont les vôtres, parce que l'école a tendance à mettre un peu à l'écart la famille, voilà, par peur de, je ne sais pas trop quoi d'ailleurs, mais par peur de perdre un peu de pouvoir, voilà. En fait, vous êtes le seul décisionnaire pour votre enfant, hein, c'est vous qui avez fait le choix de scolariser votre enfant à cet endroit-là, c'est vous qui avez la décision. Les textes ne disent à aucun moment que vous devez ne pas être dans les décisions, donc vous devez participer aux décisions de redoublement, vous devez participer aux synthèses, vous devez participer aux réunions pédagogiques, vous avez tout à fait le droit de l'exiger. Donc, faites-le encore une fois par écrit, parce qu'il n'y a que ça qui va pouvoir vous aider, donc toujours par écrit. Les demandes, il faut qu'elles soient incessantes, c'est un travail sur le fond, un travail un peu de longue haleine, voilà, qui vous demande énormément d'énergie et je comprends complètement que ça soit usant parce que vous avez beaucoup d'autres choses à gérer et beaucoup d'urgences à gérer avec vos enfants avec ce profil-là. Donc, forcément, pas la charge que vous avez envie d'avoir en plus, n'empêche que s'il n'y a pas d'écrit, encore une fois, vous n'avez pas de poids. Donc, insistez auprès des professionnels qui agissent autour de votre enfant pour qu'ils aient des écrits, des bilans, des suivis, des bilans intermédiaires. Voilà, on a toujours le bilan premier quand on arrive chez un professionnel de santé qui va poser un diagnostic ou pas, hein, qui va vous dire, bon, ben moi, je fais un bilan parce que je veux savoir ce que je vais travailler, combien de séances, etc. Très bien, ça c'est l'entrée. Ça vous donne un peu le menu qui va se dérouler sur l'année. Il faut en exiger un en fait en cours d'année et en fin d'année parce qu'il faut absolument que vous ayez une évolution, sinon vous allez faire que changer de professionnel d'année en année, perdre énormément d'argent et finalement avoir des bilans, on va dire, nous on appelle ça les bilans starter, c'est-à-dire les bilans de départ, où le professionnel en fait observe l'enfant, se dit bon ok, j'ai telle ou telle chose à travailler avec lui. Et en fait, le parent, il est complètement perdu dans la prise en charge de l'enfant. Donc, il faut que vous ayez des écrits aussi qui vous permettent de voir l'évolution. Et la non-évolution est un argument, c'est-à-dire que quand vous êtes face à un psychologue, un orthophoniste, un ergothérapeute, un psychomotricien qui vous dit, bon, ça n'évolue pas trop, on est toujours sur les mêmes difficultés, on n'a pas forcément de résultats, justement, c'est qu'il y a une difficulté, c'est qu'elle est structurelle et qu'il va falloir pousser plus loin et donc la prendre en compte, même si au niveau du comportement, tout se passe bien pendant les séances et tout se passe bien au niveau de l'école. C'est ces arguments-là qui vont vous aider pour dire non, là, ce que l'on vit à la maison n'est pas tenable et le fait de prendre des prises en charge mais de ne pas avoir d'évolution est une preuve qu'il y a quand même quelque chose de sous-jacent qu'il va falloir mieux accompagner. Donc, encore une fois, insister sur les écrits que vous pouvez avoir et sur la présence, sur votre présence dans les décisions. Si toutefois, vous avez des équipes qui vous disent, alors vous remarquerez souvent que d'ailleurs ces décisions sont prises à l'oral et jamais à l'écrit, si vous avez des équipes qui vous disent non, vous n'avez pas à être dans ces rendez-vous et voilà, vous ne serez pas présent. En fait, vous insistez encore une fois à l'écrit en disant que vous faites
vous faites une copie du courrier à l'Éducation nationale, donc au rectorat, au service qui est référent de la prise en charge des enfants à besoins particuliers et des besoins à handicap. Donc, vous allez faire cette copie en mentionnant le référent de votre région. Donc là, il suffit d'aller sur le site de l'Éducation nationale. Donc, vous tapez rectorat de votre région. Vous allez chercher le référent des enfants à besoins particuliers, vous trouverez son nom et donc vous faites une copie du courrier à ce professionnel pour qu'il y ait une suite, pour que vous ayez encore une fois des écrits qui montrent en fait voilà, que vous alertez depuis un moment sur les prises en charge de votre enfant. Alors, pourquoi React? Pourquoi on a choisi voilà, de faire cette collaboration-là? Simplement parce que le soutien et l'écoute dans le réseau local en Bourgogne est quand même assez pauvre. On a voilà, très, très peu de professionnels, mais on est loin d'être isolé. Hein. Vraiment, la Bourgogne-Franche-Comté est malheureusement pas la seule région à ne pas être aussi desservie et, voilà, que d'autres. On manque de professionnels avisé, on manque de visibilité pour se faire entendre et pour dire nos enfants ont besoin d'être pris en charge et les familles ont besoin d'être pris en charge pour qu'elles puissent en fait aider leurs enfants, parce que c'est quand même ça l'objectif à terme. Mais dans un premier temps, il faut que le réseau s'active pour qu'on puisse justement arriver à une prise en charge de l'enfant. Donc, encore une fois, d'un point de vue scolaire, ce que l'on recherche, ce n'est pas le résultat scolaire, ce n'est pas la réussite scolaire, ce n'est même pas la présence, on va dire, constante scolaire de l'enfant, c'est plutôt le fait que le lien social et la confiance en soi ne soient pas coupés. Voilà. Donc, d'où l'intérêt, malgré les vents contraires, malgré les remarques que vous essuyez parfois des professionnels éducatifs qui sont violentes, qui sont déroutantes, accusatoires, etc., que vous restiez dans une communication, même imparfaite, pour que à terme, en fait, on ne casse pas en fait, la scolarité de l'enfant, pour pas qu'il y ait de décrochage scolaire et d'impossibilité de scolarisation. On verra peut-être après, mais effectivement, certains enfants vont quand même aller jusqu'à ce point de rupture-là. Donc, nous, on a proposé de faire le relais en fait, de l'association React sur le bassin donc de la Bourgogne-Franche-Comté pour des permanences téléphoniques hebdomadaires pour que les familles puissent voilà, nous contacter si elles ont besoin simplement d'avoir soit des conseils, soit des noms de professionnels, soit juste une oreille aussi qui écoute quand on n'en peut plus et qu'on est voilà, au fond du gouffre pour avoir un peu d'énergie redonnée dans le combat qui est le vôtre au quotidien, pour qu'on puisse aussi faire un relais d'information auprès des professionnels et des services. Alors, avec le CHU, on a certains contacts avec le CHU, avec le CRA de Bourgogne qui s'occupe des enfants en profil autistique, avec le centre hospitalier de la Chartreuse aussi sur Dijon, pour ceux qui connaissent un peu la région. C'est quand même les deux centres principaux. On est une région pauvre en services médical et psychiatrique pour l'enfant. Et puis aussi parce qu'on offre des formations alternatives qui peuvent en fait être aussi un soutien, alors bien sûr à la maison, mais pas que, c'est aussi en milieu professionnel. Donc, ça veut dire aussi en fait comment soulager ou peut-être conseiller plutôt, par exemple, les chefs d'entreprise qui accueillent vos enfants en stage, par exemple. Ça peut être aussi les premiers emplois de vos enfants et donc permettre de faire un relais, de créer du réseau aussi entre le professionnel, parce que quand l'enfant commence à être en âge à travailler, on n'a plus trop de ficelles à tirer, hein, on n'est plus trop en contact avec le milieu professionnel et voilà, et l'aide est encore plus difficile à aller trouver, chercher. Donc, on peut être aussi le relais avec ces entreprises-là. Et puis, parce que parfois, ça se passe aussi au sein de l'entreprise. On a des jeunes adultes qui ont aussi ce comportement tyrannique au sein de leurs équipes. Et quand on ne connaît pas, c'est quand même assez violent à accueillir. Donc, il faut aussi voilà, pouvoir faire ce relais pour avertir qu'effectivement, il ne suffit pas de dire bon, il faudrait appeler la famille et puis voir avec elle ce qu'elle pourrait faire. Il faut aussi accompagner et aider ces professionnels à alerter et à guider les enfants plus ou moins grands vers les professionnels adéquats.
Ce qu'on vous propose donc, c'est de faire partie, bien sûr, du réseau local pour tous ceux qui sont autour de nous. Alors, la Bourgogne-Franche-Comté est quand même un large territoire, donc voilà, il ne faut pas hésiter de près ou de loin à être présent et à se faire le relais. Alors, bien sûr, vous êtes concerné personnellement par la problématique ou professionnellement et ou les deux, mais c'est très important en fait qu'il y ait quand même ce lien de fait et cette communication qui reste constante pour aider encore une fois les enfants. Notre association est ouverte à tous les enfants, toutes les familles, quelle que soit leur horizon. Et encore une fois, l'idée, c'est vraiment de se faire un relais. Donc, il n'y a pas de conditions particulières, si ce n'est d'avoir un besoin voilà, d'être écouté et soutenu. Donc, pour s'informer et se former à mieux accompagner aussi les familles qui viennent dans notre établissement, mais dans les établissements du bassin, il faut qu'on puisse avoir des témoignages, il faut aussi qu'on puisse avoir des professionnels qui veulent faire du lien. Voilà.